Bienvenue à Parlons Camping, des capsules d'information sur la pratique du camping et du caravaning. Aujourd'hui, on parle d'assurance pour les VR, mais plus précisément de comment, en prenant conscience de petites choses, on peut éviter d'avoir à réclamer. Et pour en discuter, nous avons avec nous Mme Lucie Fréchette, présidente de Leclerc Assurance. Madame Fréchette, ou est-ce que je peux t'appeler Lucie? Ben oui, Louise, depuis les années qu'on se connaît. Bon, OK. Écoute, Lucie, moi j'ai entendu parler que dans le cas des assurances de VR, là, la réclamation la plus courante, ce serait les collisions. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, Louise, c'est exact. C'est ce qu'on constate chez Leclerc. Et c'est quelque chose qui s'explique très bien, puisqu'on s'entend que c'est pas si facile que ça, conduire un motorisé ou se déplacer avec une caravane derrière sa voiture. Le problème, c'est que trop souvent, les conducteurs surestiment leur capacité à bien manœuvrer l'autocaravane ou la caravane avec leur voiture. Ils s'achètent un VR ou une caravane qui les fait rêver, mais qui est souvent beaucoup trop imposante pour eux. Chez Aviva, c'est le tiers des réclamations qui sont pour les collisions. La première chose, comme je mentionnais juste avant, c'est de réaliser qu'un VR, c'est pas aussi facile à conduire qu'une auto. Alors, dépendamment à quel point nous sommes à l'aise avec des véhicules qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus larges, on doit toujours tenir compte que les manœuvres sont beaucoup plus longues à faire et plus complexes. Voici, bon, on a une couple de conseils là, à vous donner. Oui, c'est ça, je voulais te demander justement, est-ce que vous pouvez donner des conseils, ou est-ce que tu peux donner des conseils à des propriétaires de véhicules récréatifs pour réduire ce risque de collision-là? Donc, effectivement, la première chose, c'est jamais sous-estimer les angles morts. C'est pire que dans les voitures. Puis en plus, à cause de la largeur du VR, il faut demeurer extrêmement vigilant lors des passages aux douanes, au péage, au guichet, dans les stations d'essence, puis les accueils des terrains de camping pour ne pas accrocher les choses là, en arrivant. L'autre chose, c'est que le freinage doit toujours se faire en douceur. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd, donc ça prend beaucoup plus de place à freiner. Et non seulement c'est plus long au freinage, mais il faut adapter ces distances de suivi. Donc, la norme de sécurité au volant d'un VR, c'est de compter 1 seconde d'intervalle pour chaque 3 mètres, ou pour ceux qui comprennent plus en pieds. Comme moi, par exemple. Voilà, à chaque 10 pieds d'équipement. Donc, votre fifth wheel avec votre voiture fait 54 pieds. Bien, comptez un gros 5 secondes avec le véhicule qui vous précède. Plus encore, les conditions routières, quand elles sont mauvaises, quasiment là, doubler vos distances, parce que, comme je disais, le freinage, c'est beaucoup plus long. Une option, puis je pense que cette option-là est bonne pour tout le monde, je suis certaine que tu vas être d'accord avec moi, Louise, c'est de suivre un cours de conduite de VR. On y apprend plein de choses et ça va nous servir tout au long de nos déplacements en VR. Je conseille aussi de reprendre des cours après un certain temps, histoire de se rafraîchir la mémoire. C'est un petit peu comme la première neige. Tu sais, tout le monde a oublié comment conduire quand la première neige arrive au Québec. Bien, on croit qu'on se rappelle comment il faut faire, mais c'est toujours bon de recommencer. On rafraîchit nos connaissances, dans le fond. Exactement. Et puis, dis-moi donc, en camping, on vit à l'extérieur, on est souvent dehors, c'est le cas aussi en caravaning, on est souvent exposé aux aléas de la température. Ces aléas-là, est-ce que ça cause des dommages aussi aux véhicules récréatifs? Oui. Avez-vous des réclamations là-dessus? Oui. Oui, comme tu dis, Dame Nature, certaines années nous en fait voir de toutes les couleurs. Alors, on se trouve avec des auvents arrachés ou des biens matériels qui déménagent chez le voisin parce qu'ils sont emportés par le vent. Ces objets volants identifiables, si on veut, peuvent des fois causer beaucoup de dommages, sans oublier aussi qu'ils peuvent blesser des gens au passage. Oui, et est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que Leclerc Assurance, puis toi personnellement, tu as des conseils à donner pour réduire justement les risques de réclamation liés à Dame Nature? Oui, bien, la première règle, c'est de se tenir au courant de la météo. Je veux dire, les applications de Météo Média peuvent nous envoyer des avis quand il y a des avis de météo ou de température extrême. Ensuite, je sais que c'est tentant, là, mais de ne pas s'éloigner trop longtemps de son VR sans avoir serré les choses qui sont autour, s'assurer de fermer son auvent, parce que les tempêtes de vent puis les orages, ça peut arriver vite. On n'aura pas le temps de revenir à son VR pour tout sécuriser. Puis même s'il y a des auvents qui sont équipés de mécanismes là, qui ferment si jamais il y a des gros vents ou des grosses pluies, il ne faut pas prendre de chance. Mieux vaut être plus prudent que pas assez. Plusieurs personnes vont choisir, justement, pour pas que l'auvent parte au vent,
c'est de l'arrimer, c'est-à-dire de le fixer au sol. Avec les cordes, là, Oui. C'est ça qu'on voit sur les campings. C'est ça, là, avec une corde de nylon, puis des pics métalliques. Bon, il y a 2 conseils. Attachez pas la corde proche de votre porte de VR parce que quand on est pressé, on va s'enfarger dedans. En effet. Puis on va se blesser. Et puis, c'est important de donner... puis des fois, on se promène sur les terrains de camping, puis on trouve que les gens sont drôles. Là, au lieu de les mettre bien droites... Ouais, c'est comme incliné d'un côté. Oui, exactement. En avant, en effet, oui. Parce que s'il y a une pluie abondante, soudaine, pendant un orage comme on a au Québec en été, ça risque de causer une poche d'eau qui peut endommager notre auvent. Donc, c'est toujours mieux de nous laisser la pente, même si c'est un petit peu moins esthétique à la vue. OK. Et puis, à force de côtoyer des caravaniers aussi, j'entends souvent parler de pneus. Un pneu, c'est une composante importante dans la vie d'un caravanier. Et est-ce que les pneus, c'est une source de réclamation? Et si oui, est-ce qu'on peut faire encore une fois quelque chose pour éviter ces réclamations-là? Bien oui, il va de soi qu'il faut toujours, c'est encore plus important que dans une voiture, parce que tout le monde, on se fait dire qu'il faut toujours régulièrement vérifier la pression d'air dans nos pneus. Dans un VR, c'est encore plus important de le vérifier avant de se déplacer parce que, justement, ceux-ci vont avoir à supporter un poids beaucoup plus important qu'une voiture. Alors, personne n'a envie de se retrouver avec un pneu qui éclate sur le bord de la route puis est obligé de manœuvrer pour se tasser sur l'accotement. Comme on disait plus tôt, c'est assez compliqué. C'est pas une Honda Fit ou une petite Civic. Là. Exactement, exactement. Précision importante, il faut toujours vérifier la pression des pneus quand ils sont froids. Puis pourquoi, tu vas me demander? Parce que quand un pneu roule sur la chaussée, ça réchauffe le pneu. Le pneu chaud réchauffe l'air et ça augmente la pression des pneus. Donc, ça va fausser les données. Donc c'est avant de partir de la journée qu'on vérifie ça et non au retour. Exactement. L'autre danger vient d'une fausse perception que je pense que tu avais, Louise, que si un pneu est presque pas utilisé, on est automatiquement en bonne condition. Oui, j'aurais pu penser ça, mais depuis que je te connais, je pense autre chose. Tu as raison, c'est une erreur. En fait, encore plus dommageable pour un pneu que l'usure, c'est de faire la surplace sur la route, parce qu'ils peuvent se créer des sections plates sur le pneu. Et puis, en plus, un pneu qui repose pendant des longues périodes, en particulier sur un sol humide et sous la chaleur directe du soleil, se détériore plus vite. Il sèche un peu, oui, j'imagine? Oui, effectivement, un pneu, il va sécher. Et puis, c'est pour ça qu'on recommande de remplacer un pneu à tous les 7 ans, même s'il semble neuf, parce que le caoutchouc, il sèche avec le temps, puis il a tendance à se fendiller. Donc ça, c'est très... Et même si j'ai fait que 500 km avec, après 7 ans, on le remplace? Oui, malheureusement. OK. Ça n'a pas été un bon investissement dans ce cas-là. Puis l'âge du pneu est déterminé par, si on n'est pas certain, c'est que sur les pneus, il y a ce qu'on appelle le code DOT ou DOT. C'est sur le flanc du pneu. Alors, pour un code qui est 5008, ça veut dire que le pneu, les 2 premiers chiffres, c'est la semaine de fabrication, les 2 derniers, c'est l'année. Donc, un pneu avec un code 5008 a été fabriqué la 50e semaine de l'année 2008. Donc, ce pneu-là, en 2018... Il y aurait 10 ans, Lucie. Donc, il faut s'en débarrasser. Absolument, c'est dangereux. Puis, en terminant, pour aider à prévenir les dommages à nos pneus pendant l'été, on recommande de les laver régulièrement avec une eau savonneuse et puis, pourquoi pas simplement les recouvrir pour les protéger des rayons UV. Bien, écoute, Madame Lucie Fréchette, ou Lucie, merci beaucoup pour ces trucs et conseils-là que les campeurs peuvent utiliser et objectivement minimiser les risques de collision et autres réclamations d'assurance. Merci, Louise. Merci. Vous avez apprécié cette capsule d'information Parlons Camping? Retrouvez toutes les capsules de la série Sous l'auvent avec les FQCC sur notre galerie YouTube.